Un général déguisé voit une serveuse avec une main cassée dans son restaurant. Ce qu'il découvre le laisse sous le choc. Le bruit de l'assiette qui se brise sur le sol rompt le silence du restaurant comme un coup de feu. Clara Martinez se fige, sa main gauche bandée tremblant contre sa poitrine, tandis que des morceaux de porcelaine s'éparpillent à ses pieds. Le gérant Marcus a surgi de la cuisine comme un prédateur flairant du sang frais. Encore, Clara? Sérieusement? Sa voix a résonné dans la salle bondée, chaque mot calculé pour humilier. Les clients ont cessé de mâcher. Les conversations se sont tues. Tous les regards se sont tournés vers la jeune femme de 23 ans qui essayait d'équilibrer de lourds plateaux avec une seule main valide. Je m'appelle Clara Martinez, et à ce moment-là, agenouillée sur le sol froid en ramassant des morceaux de vaisselle, je n'avais aucune idée que ma vie était sur le point de changer à jamais. Je ne savais pas que parmi les visages curieux qui m'observaient, il y avait quelqu'un qui gardait des secrets capables de détruire tout ce que je pensais connaître de la justice. Marcus s'approcha, ses bottes en cuir frappant le marbre avec une autorité théâtrale. « Regardez bien, tout le monde », annonça-t-il à l'ensemble du restaurant. « Voici l'employé à qui vous confiez le service de vos repas. » Une dame à la table 5 a chuchoté à son amie. « Pauvre petite, avec une main comme ça. » Mais Marcus l'a entendu et a souri. Ce sourire que je connaissais trop bien. Le sourire qui apparaissait toujours avant la tempête. « Pauvre petite », répéta-t-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle devrait être chez elle en train de se remettre, mais elle a préféré mentir sur son certificat médical. Elle a dit qu'elle était apte à travailler. Un mensonge. Un mensonge cruel qui m'a brûlé la gorge comme de l'acide. Je n'ai jamais menti sur mon état. En fait, j'avais supplié pour avoir quelques jours de congé lorsque mon plâtre a été retiré, mais Marcus a refusé. Les absences du personnel ne sont pas mon problème, avait-il dit exactement. J'ai fini de ramasser les morceaux avec ma main valide, ignorant les élancements de douleur qui remontaient le long de mon bras gauche. 6 semaines. 6 semaines depuis que je m'étais cassé le poignet à 3 endroits et que Marcus avait transformé chaque jour en un spectacle d'humiliation publique. Dans un coin du restaurant, un homme aux cheveux gris observait tout en silence. Il semblait avoir une 60aine d'années, était vêtu simplement et fréquentait l'endroit depuis des mois, commandant toujours la même chose, un café noir et des toasts. Les employés l'appelaient « colonel » en raison de son attitude militaire qu'il ne quittait jamais, même assis. Personne ne connaissait son vrai nom. Il m'observait avec une intensité qui me glaçait le sang. Ce n'était pas de la pitié dans ses yeux. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui semblait calculer, mesurer, évaluer chaque mouvement de Marcus comme un stratège étudiant le champ de bataille. « Clara, nettoie ce désordre et retourne au travail », ordonna Marcus, s'éloignant déjà pour impressionner une table d'hommes d'affaires. « Et essaie de ne plus rien casser. Ce plat sera déduit de ton salaire. » 75 $. L'assiette coûtait 75 $, et mon salaire couvrait à peine mon loyer. J'ai ravalé ma salive et je suis retourné en cuisine, où Patricia, la seule employée qui me témoignait encore de la solidarité, m'attendait avec un chiffon humide. « Il empire de jour en jour », m'a-t-elle chuchoté en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Hier, il a crié sur Jenny pendant un quart d'heure parce qu'elle avait trop souri à un client. Il a dit qu'elle avait l'air désespérée. Un quart d'heure. Marcus avait chronométré le temps qu'il avait passé à détruire l'estime de soi d'une jeune fille de 19 ans. Ce n'était pas du management. C'était du sadisme raffiné. « Pourquoi tu ne le dénonces pas, Clara ?» demanda Patricia pour la 10e fois. « Ce qui est arrivé à ta main. » Ce n'était pas sa faute, mentis-je automatiquement, les mots sortant comme un réflexe conditionné. C'était un accident. Mais ce n'était pas vrai. Et chaque jour qui passait, il devenait plus difficile de maintenir ce mensonge. Surtout quand je sentais le regard du colonel sur moi, comme s'il savait exactement de quoi Marcus était capable. Le service continua à un rythme effréné. Des plateaux lourds, des clients impatients et Marcus rôdant comme un vautour, attendant ma prochaine erreur. À chaque mouvement, ma main protestait, mais m'arrêter n'était pas une option. Pas quand 3 familles dépendaient de mon salaire. À 2 heures de l'après-midi, lorsque l'activité a ralenti, j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné et j'ai trouvé le colonel, debout, une tasse de café vide à la main, m'observant avec ses yeux qui semblaient voir à travers les masques que nous portions tous. « Ta main » a-t-il dit simplement. « Comment est-ce arrivé ?» La question m'a pris au dépourvu. Les clients me parlaient rarement, sauf pour passer leurs commandes. Et il y avait quelque chose dans sa voix, une autorité silencieuse qui exigeait la vérité. « Un accident », ai-je répondu machinalement. J'ai glissé dans la cuisine. Il a acquiescé lentement, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Comme s'il savait que derrière chaque accident, se cachait une vérité bien plus sombre.
Si vous aimez cette histoire et que vous voulez découvrir le secret dévastateur que cache le colonel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qui allait se passer allait changer non seulement ma vie, mais aussi ma façon de voir le pouvoir, la justice et la vengeance pour toujours. Le colonel a suivi chacun de mes mouvements du regard pendant le reste de l'après-midi. Ce n'était pas fortuit. C'était méthodique, calculé, comme quelqu'un qui recueille des renseignements sur un territoire ennemi. Il notait des choses dans un petit carnet quand il pensait que personne ne le regardait. Marcus l'a remarqué. « Eh mon vieux !» dit-il en s'approchant de la table de l'homme avec cette arrogance qu'il utilisait comme une armure. « Tout va bien? Vous observez mon employé depuis un moment. » Le colonel leva lentement les yeux, et pendant une seconde, je vis quelque chose qui me glaça le sang. C'était l'expression d'un prédateur reconnaissant un autre prédateur. Froide. Évaluatrice. Dangereux. J'admire simplement son professionnalisme, répondit-il d'une voix qui trahissait des décennies d'autorité. Travailler avec une telle blessure demande du courage. Marcus eut un rire forcé. Du courage? Elle a menti sur son aptitude à travailler. Ce n'est pas du courage, c'est de l'irresponsabilité. Le stylo du colonel s'immobilisa. Ses yeux se plissèrent pendant une fraction de seconde, si rapidement que Marcus ne le remarqua pas, mais moi, je le vis. Oh, je le vis. Perspective intéressante, murmura-t-il en fermant son carnet. Combien d'employés blessés avez-vous? Écoutez, monsieur, commença Marcus, mais le ton avait changé. Il y avait quelque chose dans la présence de cet homme qui faisait même reculer Marcus d'un pas. Reynolds. Général James Reynolds, à la retraite. Général. Le mot tomba dans le restaurant comme une bombe silencieuse. Marcus pâlit et je sentis mon monde basculer. Ce n'était pas seulement un client. C'était le propriétaire de toute la chaîne de restaurants. L'homme qui signait les contrats. L'homme qui décidait qui restait et qui était licencié. Marcus tenta de se ressaisir, mais il était déjà trop tard. Le mal était fait. Général, je ne savais pas que vous. Que tu ne savais pas quoi. Que je surveille la façon dont mes affaires sont gérées. Reynolds se leva, et même s'il était quelques centimètres plus petit que Marcus, il semblait le dominer complètement. Continue ton travail. Je vais continuer à observer. Marcus s'éloigna comme un chien qui rentre la queue entre les jambes, mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses pour moi. Quand des hommes comme Marcus se sentaient menacés, ils n'attaquaient pas la source de la menace. Ils s'en prenaient à ce qui était le plus proche, le plus vulnérable. Moi. 2 heures plus tard, Marcus m'a convoqué dans l'entrepôt. C'était une petite pièce sans fenêtre où nous stockions des fournitures et où personne ne pouvait entendre les conversations. Ni les cris. « Assieds-toi » m'a-t-il ordonné en fermant la porte derrière lui. J'ai obéi, ma main valide tremblant légèrement. Marcus a commencé à tourner en rond, comme un requin encerclant une proie blessée. « Tu sais ce que j'ai découvert aujourd'hui, Clara ?» Sa voix était dangereusement calme. « J'ai découvert que tu parlais beaucoup ces derniers temps. » Je n'ai parlé à personne d'eux. « Tais-toi. » Le cri a jailli de sa bouche comme un volcan. « Tu crois que je suis né hier? Ce vieil homme n'est pas venu ici par hasard. Quelqu'un a dû lui raconter des histoires. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Marcus s'est arrêté juste devant moi, son souffle chaud sur mon visage. « Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que tu as pensé ouvrir la bouche? » Comment pourrais-je oublier? 6 semaines auparavant, j'avais vu Marcus voler de l'argent dans le coffre-fort après la fermeture. Quand il m'avait surpris en train de l'observer, quand j'avais hésité une seconde de trop avant de faire semblant de n'avoir rien vu, il m'avait traîné dans ce même entrepôt. « Tu as vu quelque chose » m'avait-il demandé en serrant mon poignet de plus en plus fort. « Je n'ai rien vu » avais-je menti, mais ma voix tremblait. « Tu es sûr? Parce que si tu as vu quelque chose et que tu décides d'en parler, je te détruirai. Je vais inventer tellement de rapports disciplinaires que tu ne trouveras plus jamais de travail nulle part. » J'ai essayé de retirer ma main, mais il a serré plus fort. « Marcus, tu me fais mal. »« Ah bon ?» Il a souri, et c'est là que j'ai entendu le craquement. La douleur a explosé dans mon bras comme de la lave en fusion. « Oups! Quel terrible accident! Tu ferais mieux d'aller à l'hôpital. Et quand on te demandera ce qui s'est passé, tu diras que tu as glissé dans la cuisine. Compris ? » À présent, Marcus observait mon expression comme un scientifique étudiant une réaction chimique. Il savait que je revivais ce moment. Et il aimait ça. Je vais être clair, Clara. Si ce général commence à poser des questions, s'il découvre quoi que ce soit au sujet de notre conversation précédente, tu découvriras qu'un poignet cassé n'est qu'un début.
Il s'est baissé jusqu'à ce que nos visages soient au même niveau. Compris. J'ai acquiescé, la gorge trop serrée pour former des mots. Bonne fille. Maintenant, retourne là-bas et fais comme si de rien n'était. Quand je suis sorti de l'entrepôt, mes jambes ont failli se dérober sous moi. Je me suis appuyé contre le mur, essayant de contrôler ma respiration. C'est alors que j'ai vu Reynolds debout près de la porte de la cuisine, les yeux fixés sur moi avec une intensité qui me transperçait comme un scalpel. Il avait entendu. Pas tout, mais suffisamment. Nos regards se croisèrent pendant une seconde qui me parut une éternité. Puis il acquiesça presque imperceptiblement, comme un commandant confirmant que la mission avait été comprise. Marcus sortit du débarras quelques instants plus tard, son sourire prédateur de retour sur son visage. Il salua Reynolds avec une fausse courtoisie, mais je pouvais voir la sueur perler sur son front. « Tout va bien ici, général ? » »« Parfaitement bien. Je suis juste en train de recueillir des informations. » Le choix des mots était délibéré. Recueillir des informations. Comme un soldat en reconnaissance. Comme quelqu'un qui prépare une stratégie. Marcus essaya de rire, mais le son sortit étouffé. Des informations sur quoi ? Reynolds ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il me regarda directement, puis se tourna vers Marcus. Sur l'efficacité opérationnelle. Sur la manière de garantir que les employés précieux soient correctement protégés. Le silence qui suivit fut aussi tendu qu'un fil sur le point de rompre. Et c'est à ce moment-là que j'ai su, la guerre avait commencé. Reynolds contre Marcus. La vérité contre le mensonge. Et j'étais en plein milieu du champ de bataille, ne sachant pas si je serais sauvée ou détruite dans le processus. Mais une chose était claire. Le général avait déclaré une guerre silencieuse, et Marcus n'avait aucune idée du genre d'ennemi qu'il venait de réveiller. Les 3 jours suivants furent une bataille psychologique silencieuse. Marcus intensifia sa campagne de terreur à mon encontre, mais il y avait désormais quelque chose de différent. Ses attaques étaient plus subtiles, plus calculées. Il savait qu'il était observé. Reynolds se présentait tous les jours à la même heure. 11 heures pile. Toujours la même table dans le coin, toujours le même café noir. Mais ses observations étaient devenues chirurgicales. Il notait les horaires, les comportements, les conversations. Chaque mouvement de Marcus était répertorié comme une preuve. Le mercredi, Marcus a franchi une ligne qu'il n'aurait même pas dû franchir. Je portais un plateau avec 6 assiettes quand il m'a délibérément bousculé. La nourriture a volé dans les airs, éclaboussant de sauce rouge le chemisier blanc d'une cliente. La femme a crié, s'est levée furieuse, et Marcus m'a immédiatement montré du doigt. « Clara, qu'est-ce que tu fais, bon sang ?» Je savais qu'il l'avait fait exprès. J'ai vu le sourire malicieux qu'il a essayé de cacher. Mais avec 12 témoins qui regardaient, qui allaient croire, moi ou lui. « Je suis désolé, » ai-je murmuré à la cliente. « Je vais payer le nettoyage. »« Non, tu ne paieras rien, » a interrompu Marcus de manière théâtrale. « Parce que tu es viré. » Tout le restaurant s'est figé. Les fourchettes sont restées en l'air. Les conversations se sont arrêtées. Même la cuisine est devenue silencieuse. C'est alors que Reynolds s'est levé. « Excusez-moi, » a-t-elle dit d'une voix qui a tranché le silence comme un couteau. « Puis-je voir les caméras de sécurité qui ont filmé l'incident ?» Marcus a bégayé. « Les caméras. » « Oui, les caméras de sécurité. Tous les établissements commerciaux en ont, pour des raisons de responsabilité. J'aimerais revoir exactement ce qui s'est passé avant de prendre des décisions définitives concernant les employés. » Le visage de Marcus perdit toute couleur. Parce qu'il savait, et je savais, et maintenant Reynolds savait aussi, les caméras montreraient exactement qui avait causé l'accident. « Eh bien, général, les caméras, elles sont en maintenance aujourd'hui. »« Quelle coïncidence !» murmura Reynolds, mais sa voix était chargée de sarcasme. « Justement le jour où vous licenciez une employée pour un incident douteux. » Marcus tenta de se ressaisir. « Écoutez, cet employé a des antécédents. Je peux vous montrer les rapports. »« Oui, j'aimerais beaucoup voir ces rapports. » Tous. Cet après-midi. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre militaire, donné avec l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi sans discussion. Marcus savait qu'il était coincé. Bien sûr, général. Bien sûr. Mais je voyais le désespoir grandir dans ses yeux. Et les hommes désespérés font des choses désespérées. À 3 heures de l'après-midi, Marcus m'a de nouveau appelé dans l'entrepôt. Cette fois, ses mains tremblaient. « Tu lui as dit » a-t-il murmuré en me serrant le bras si fort qu'il m'a laissé des marques. « Tu lui as parlé de l'argent. » Je ne lui ai rien dit.
La douleur de son étreinte m'a fait gémir. « Marcus, s'il te plaît. » Menteuse. Il m'a poussé contre le mur, et j'ai senti quelque chose craquer dans mes côtes. Comment aurait-il pu être au courant des rapports? Comment aurait-il pu poser les bonnes questions? Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. C'est lui le patron. Peut-être qu'il a juste. Il n'était jamais venu ici auparavant. Jamais. Et tout à coup, il débarque alors que tu travailles blessé? Ce n'est pas une coïncidence. Marcus perdait le contrôle. 6 semaines de paranoïa et de peur finissaient par exploser. Et j'étais au centre de l'explosion. Je vais te donner une dernière chance, Clara. Une dernière chance de réparer le gâchis que tu as créé. Il s'est éloigné, mais ses yeux sont restés fixés sur moi comme ceux d'un serpent hypnotisant sa proie. Tu vas dire au général que tu as tout inventé. Que tu mens à mon sujet parce que tu es contrarié d'avoir été licencié. Tu vas dire que tu as inventé des histoires pour te venger. Marcus, je n'ai jamais. Tu le feras. Sa voix a explosé comme un coup de tonnerre. Parce que si tu ne le fais pas, je te jure devant Dieu que tu découvriras qu'un poignet cassé n'était qu'un échauffement. Il a ouvert la porte de l'entrepôt, mais s'est arrêté avant de sortir. Et Clara, si tu penses parler à quelqu'un de cette conversation, souviens-toi que je sais où tu habites. Je sais à quelle heure ta petite sœur sort de l'école. Mon sang se glaça. Ma sœur n'avait que 15 ans. La menace était claire. Ce n'était pas seulement ma sécurité qui était en jeu. Quand je suis sorti du hangar 15 minutes plus tard, mon visage devait être horrible, car Patricia m'a immédiatement tiré sur le côté. Mon Dieu, Clara, que t'a-t-il fait? Rien, mentis-je, mais ma voix était brisée. Juste une conversation. Patricia ne me crut pas, mais avant qu'elle puisse insister, Reynolds apparut à nos côtés. Ses yeux examinèrent mon visage avec la précision d'un médecin militaire évaluant des blessures de guerre. « Mademoiselle Martinez, dit-il calmement, pourriez-vous me parler? En privé? » C'était ma chance. La chance de tout raconter, de briser enfin le silence qui me tuait à petit feu. Mais les mots de Marcus résonnaient dans ma tête. « Je sais où tu habites. Je sais à quelle heure ta petite sœur sort de l'école. » « Il n'y a rien à dire, répondis-je en m'efforçant de paraître ferme. Marcus est un bon manager. C'est moi qui ai causé des problèmes. Reynolds a étudié mon visage pendant un long moment. Puis il a hoché lentement la tête, comme s'il avait compris un message que je n'avais pas prononcé. « Je comprends, » a-t-il finalement dit. « Mais sache que, parfois, les guerres ne se gagnent pas en une seule bataille. Parfois, la stratégie exige de la patience. » Il s'éloigna, mais pas avant de me glisser discrètement une carte de visite. « Pour quand vous serez prête pour la prochaine phase de l'opération ?» Je regardai la carte. Il n'y avait pas de nom, juste un numéro de téléphone et une phrase. « Certaines vérités valent tous les risques. » À ce moment-là, alors que je regardais Reynolds quitter le restaurant et Marcus me regarder avec une satisfaction venimeuse, j'ai réalisé que j'étais devenu le point central d'une guerre qui allait bien au-delà d'un simple cas de harcèlement au travail. Reynolds préparait quelque chose de gros. Et le prochain coup sur l'échiquier était sur le point de changer toutes les règles du jeu. La question était, aurais-je assez de courage pour prendre part au plan qui pourrait me libérer ou me détruire complètement? Cette nuit-là, seul dans mon appartement, j'ai tourné et retourné la carte de Reynolds entre mes doigts jusqu'à en user les bords. Le numéro de téléphone m'hypnotisait comme la clé d'une porte que je ne savais pas si j'avais le courage d'ouvrir. 3 heures du matin. Ma sœur dormait dans la chambre d'Axe en grave côté, complètement inconsciente de la tempête qui s'annonçait dans nos vies. Appeler ou ne pas appeler? La question me brûlait plus fort que la douleur dans mon poignet. J'ai composé le numéro. Un seul appel. Il a répondu avant la 2e sonnerie, comme s'il attendait. Mademoiselle Martinez. Pas même un « allô ». Pas même une surprise. Comme s'il savait exactement quand j'allais appeler. Comment saviez-vous que j'allais? 30 ans dans l'armée, ça apprend à lire les gens. Clara. Je peux vous appeler Clara? Sa voix était différente au téléphone. Plus douce, mais chargée d'une autorité qui me donnait des frissons dans le dos. Vous avez appelé parce que vous avez compris que certains combats ne peuvent pas être menés seuls. Silence. Il a menacé votre sœur. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Comment diable le savait-il? Je ne lui ai pas dit. Ce n'était pas nécessaire. Je l'ai vu dans vos yeux aujourd'hui. De la terreur pure. Le genre de peur qui n'apparaît que lorsque quelqu'un que l'on aime est en danger. Pause. Marcus a commis une erreur tactique fatale. Clara. Il s'est lancé dans une guerre qu'il ne comprend pas. Ma gorge était sèche comme du papier de verre.
Que veux-tu dire? Je veux dire que menacer des civils innocents, c'est là où je trace la ligne. Et quand cette ligne est franchie, une autre pause, lourde de sombres promesses. Eh bien, disons que ma retraite de l'armée ne m'a pas fait oublier comment mener des opérations de neutralisation. Neutralisation. Le mot tomba comme une pierre sur mon estomac. Retrouvez-moi demain. Au Midnight Dîner, sur la 5e avenue. À minuit pile. Venez seul. Il raccrocha avant que je puisse répondre. Le lendemain fut une journée d'angoisse. Marcus rôdait autour du restaurant comme un animal en cage, ses yeux suivant chacun de mes mouvements. À 2 reprises, il m'attira dans des coins isolés, me murmurant des menaces de plus en plus précises à propos de ma sœur. École Jefferson, classe 2B, sortie à 15h15 par la porte latérale. Son sourire était purement malveillant. Quelle chance qu'elle soit si prévisible. Mon sang bouillait, mais je gardais un visage impassible. Marcus creusait sa propre tombe, sans le savoir. À 23h45, j'étais devant le Midnight Dîner. Un petit établissement presque vide, le genre d'endroit où les conversations sérieuses se déroulent loin des oreilles indiscrètes. Reynolds était déjà là, assis à une table au fond. Devant moi, il avait étalé des photos, des documents et ce qui semblait être un plan militaire détaillé. « Assieds-toi, soldat. » Soldat. Pour la première fois depuis des semaines, je sentis un élan de force. Ceci, dit-il en montrant une pile de papiers, c'est 6 mois d'enquête discrète sur Marcus Sullivan. Compte bancaire, casier judiciaire, antécédents professionnels. Mes yeux s'écarquillèrent à la vue des chiffres. Il a volé plus de 40 000 $. 43 860 $, pour être exact. Répartis en petites sommes sur 2 ans. Reynolds fit glisser une autre photo vers moi. Vous la reconnaissez? C'était une jeune serveuse, aux cheveux bruns, l'air effrayé. Non. Jennifer Walsh. Elle travaillait au restaurant de Phoenix avant que Marcus ne soit muté ici. Elle a aussi eu un accident. Poignet cassé, côte fracturée, puis elle a complètement disparu. Mon estomac se noua. Disparue? Elle a déménagé, changé de nom, n'a plus jamais travaillé dans un restaurant. Ses yeux rencontrèrent les miens. Marcus Sullivan n'est pas seulement un voleur, Clara. C'est un prédateur en série qui utilise sa position pour détruire des jeunes vulnérables. Les photos tremblaient dans mes mains. Il y en avait d'autres. 5 femmes différentes, toutes avec la même expression de terreur que je reconnaissais dans le miroir. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que demain, Clara, nous allons mettre fin à tout ça. Pour toujours. Reynolds ouvrit un dossier militaire. À l'intérieur, il y avait des plans du restaurant, des horaires détaillés et ce qui semblait être une opération de guerre miniature. Opération, nettoyage domestique, annonça-t-il avec un sourire qui me glaça le sang et me fit bouillir le sang à la fois. Marcus va découvrir que s'en prendre à des innocents a des conséquences militaires. Il expliqua chaque détail avec la précision d'un commandant briefant ses troupes. Caméra cachée, enregistreur discret, preuves stratégiquement placées. Ce n'était pas seulement de l'exposition. C'était une destruction totale et méticuleuse. Mais j'ai besoin de toi, Clara. J'ai besoin que tu sois forte encore un jour. Tu peux le faire? Je regardais les photos des autres victimes. Je pensais à ma sœur. J'ai pensé à toutes les autres Clara que Marcus détruirait s'il restait en liberté. Oui, ai-je murmuré, puis plus fort, oui, je peux. Bon soldat. Reynolds a rassemblé les documents avec une efficacité militaire. Marcus Sullivan a déclaré la guerre à des innocents. Demain, il découvrira ce qui arrive quand on déclare la guerre à l'armée. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez voir comment un général transforme des années d'injustice en une opération de vengeance parfaitement exécutée, restez avec moi jusqu'à la fin. Car lorsque le soleil se lèverait le lendemain, Marcus Sullivan découvrirait qu'il avait sous-estimé non seulement une serveuse blessée, mais aussi un commandant militaire qui avait fait de la protection des innocents un art de la guerre. Et la bataille finale était sur le point de commencer. Le jour de l'opération s'est levé dans un calme trompeur. Le restaurant fonctionnait normalement, mais pour moi, chaque seconde s'écoulait comme une bombe à retardement. Reynolds était arrivé à 9h du matin, 2 heures plus tôt que d'habitude, avec une mallette en cuir qui semblait contenir plus que de simples documents. Marcus était particulièrement cruel ce matin-là. Comme s'il savait que quelque chose avait changé, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus. Il me suivait comme une ombre prédatrice, murmurant des menaces de plus en plus précises à propos de ma sœur. Elle porte le chemisier bleu que tu lui as acheté pour son anniversaire, n'est-ce pas? Sa voix était purement venimeuse. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose à une si jolie robe.
Ma main valide se crispa, mais je pris une profonde inspiration. Reynolds m'avait entraîné à cela. Laisse-le se creuser sa propre tombe, m'avait-il dit. Les hommes désespérés commettent toujours des erreurs fatales. À 10h30, Reynolds se leva et se dirigea vers le comptoir. Ses mouvements étaient calculés, chaque pas une déclaration de guerre silencieuse. « Marcus », sa voix trancha le brouhaha du restaurant comme une lame. « Je dois te parler. À propos des rapports financiers. » Marcus essaya de sourire, mais la sueur perlait déjà sur son front. « Bien sûr, général. Nous pouvons utiliser mon bureau. » En fait, Reynolds ouvrit sa mallette et en sortit un épais dossier. « Je préfère en discuter ici, devant tout le monde. » Tout le restaurant s'arrêta. Les couverts s'immobilisèrent, les conversations s'interrompirent, toute l'attention se porta sur les deux hommes. « Je ne comprends pas. » balbutia Marcus. 43 860 $. La voix de Reynolds résonna dans la salle comme un marteau de juge. « C'est le montant exact que vous avez volé dans mes restaurants au cours des 2 dernières années. » Le silence était assourdissant. Marcus ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. « C'est absurde. Je n'ai jamais. » Reynolds fit glisser une enveloppe jaune sur la table. « Les relevés bancaires de votre compte personnel. Des dépôts de 500 $, toujours 3 jours après chaque week-end de forte affluence. » Marcus saisit les papiers avec des mains tremblantes. Ses yeux parcoururent les pages, et je vis le moment précis où il comprit qu'il était fini. « Comment avez-vous pu » Enquête militaire, Marcus. Vous pensiez avoir affaire à un vieux retraité? Reynolds sourit, mais il n'y avait aucune trace d'humour. Seulement une justice froide et calculée. 30 ans de service m'ont appris à traquer des ennemis bien plus intelligents que vous. Marcus tenta de se ressaisir, de faire appel au public. Mes amis, c'est un malentendu. Je n'ai jamais. Et Jennifer Walsh. La question de Reynolds tomba comme un coup près. Et Sarah Chen? Et Michel Torres? À chaque nom, Marcus pâlissait davantage. Parce qu'il savait. Il savait que Reynolds ne parlait pas seulement de vol. 5 jeunes employés dans 3 villes différentes. Toutes victimes des « accidents mystérieux ». Toutes réduites au silence par la violence. Reynolds s'approcha, et bien qu'il fût plus petit que Marcus, il le dominait complètement. Toutes détruites par un prédateur qui utilise son autorité comme une arme. C'est alors que Marcus perdit complètement le contrôle. « Vous ne pouvez rien prouver », cria-t-il en pointant Reynolds du doigt. Ces femmes étaient problématiques. Elles étaient des victimes. La voix de Reynolds était glaciale. « Et vous, Marcus Sullivan, vous êtes un prédateur en série. » Marcus se tourna vers moi, les yeux sauvages de désespoir. « Vous lui avez dit. Après tout ce que je vous avais dit. » Il commença à avancer vers moi, mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ce n'est pas Reynolds qui l'arrêta. C'était moi. Ça suffit. Ma voix fut plus forte que je ne l'avais prévu. Ça suffit. Marcus se figea, surpris par ma résistance. Vous m'avez cassé la main pour me faire taire. Vous avez menacé ma sœur pour me contrôler. Vous avez détruit ma dignité pour vous sentir puissant. Chaque mot sortait comme une balle. Mais vous savez ce que vous n'avez pas réussi à briser? Mon courage. Tout le restaurant était hypnotisé. Les clients se levèrent de table, les serveurs sortirent de la cuisine. Tous observaient la serveuse blessée affronter le monstre qui l'avait terrorisée pendant des mois. Vous pensiez que j'étais une proie facile. Mais vous vous êtes trompé. Je jetai un coup d'œil à Reynolds, qui acquiesça avec une fierté militaire. Parce que les proies faciles ne s'allient pas avec des généraux de l'armée. Marcus tenta un dernier coup désespéré. Il se précipita vers la sortie, mais trouva 2 policiers en uniforme qui bloquaient la porte. Reynolds avait orchestré chaque détail. « Marcus Sullivan », annonça l'un des agents, « vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, harcèlement, agression et menaces criminelles. » Les menottes claquèrent contre ses poignets avec un bruit qui résonna comme une musique à mes oreilles. Mais le véritable rebondissement était encore à venir. « Ah, Marcus !» appela Reynolds alors que les policiers l'emmenaient, « une dernière chose. Tu te souviens quand tu as dit que les caméras de sécurité étaient en maintenance ?» Marcus s'arrêta, le regard rempli de terreur. « Elles n'ont jamais été cassées. Et toute ta conversation avec Clara dans l'entrepôt a été enregistrée en haute définition. » Le désespoir sur le visage de Marcus était total. Car il savait que ses propres mots le condamneraient. Chaque menace, chaque aveu, chaque moment de cruauté immortalisé à jamais. Alors qu'on le traînait dehors,
Criant qu'il voulait un avocat et qu'il allait porter plainte, Reynolds se tourna vers toute la salle. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix ferme, permettez-moi de me présenter comme il se doit. Général James Reynolds, propriétaire de cette chaîne de restaurants. Et je tiens à vous informer que Clara Martinez vient d'être promue directrice générale. » L'ovation fut assourdissante. Mais quand j'ai regardé Reynolds, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui m'a fait comprendre que l'opération n'était pas encore terminée. Il y avait une dernière étape. Une révélation finale qui allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur la justice, le pouvoir et la vengeance. Et cette révélation était sur le point de transformer non seulement ma vie, mais aussi ma compréhension de ce que signifie se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. 3 semaines plus tard, assise dans le fauteuil qui appartenait autrefois à Marcus, j'essayais encore de comprendre l'ampleur de tout ce qui s'était passé. Le restaurant fonctionnait comme une horloge suisse depuis le déménagement, mais j'avais le sentiment persistant que l'histoire n'était pas encore terminée. Reynolds est arrivé cet après-midi-là avec un carton et une expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la vulnérabilité. C'était comme si les masques de guerre étaient enfin tombés. « Clara, je dois te montrer quelque chose. » Il a ouvert le carton sur ma table, révélant des photos jaunies, des lettres manuscrites et de vieux documents militaires. Au milieu de tout cela, la photo d'une jeune soldate aux cheveux bruns et aux yeux familiers. Capitaine Sarah Reynolds. Ma fille. Mon cœur s'est arrêté. La ressemblance était indéniable. Elle me ressemblait. Sarah a servi en Afghanistan pendant 2 ans. Brillante, courageuse, dévouée à la justice. Sa voix s'est brisée. À son retour, elle a trouvé un emploi dans un cabinet comptable. Elle avait un supérieur, un homme appelé Davison. Je savais déjà où cette histoire allait mener, et mon estomac s'est noué. Davison faisait exactement la même chose que Marcus. Il volait l'entreprise, abusait des jeunes employés, utilisait son pouvoir pour détruire ceux qui lui résistaient. Reynolds tenait une lettre entre ses mains tremblantes. Sarah a découvert le pot aux roses. Elle a essayé de le dénoncer. Un silence pesant envahit le bureau. Davison l'a complètement détruite. Faux rapport, accusations forgées de toutes pièces, sabotage systématique. Quand Sarah a enfin trouvé le courage de parler publiquement, sa voix se brisa. Elle a eu un « accident » de voiture 3 jours plus tard. Des larmes coulaient sur mon visage sans que je m'en rende compte. Général. Pendant 2 ans, j'ai enquêté, mais Davison avait des relations, des avocats, du pouvoir. Il a tout enterré. Sarah est morte sans que justice soit faite. Il me regarda droit dans les yeux. Jusqu'à ce que je vous trouve. Cette révélation me frappa comme un coup de tonnerre. Vous n'étiez pas là par hasard. Mon détective privé a suivi Marcus à travers 3 États. Quand j'ai découvert qu'il opérait dans mon propre restaurant, s'en prenant à une jeune femme qui me rappelait en Sarah. Il sourit à travers ses larmes. J'ai su que l'univers me donnait une seconde chance. J'ai tout compris à ce moment-là. Pourquoi il m'observait avec tant d'intensité? Pourquoi l'opération avait été planifiée avec autant de minutie? Pourquoi il avait tout risqué pour me protéger? Sarah n'a pas pu se défendre, a-t-il poursuivi, mais vous le pouviez. Et grâce à vous, je pouvais enfin lui rendre la justice qu'elle méritait. J'ai pris la photo de Sarah, étudiant le visage qui aurait pu être le mien. Qu'est-il arrivé à Davison? Le sourire de Reynolds est devenu tranchant comme une lame. Il a découvert que les généraux à la retraite ont beaucoup de temps libre et des relations très utiles. Davison purge une peine de 15 ans pour fraude et homicide involontaire. Justice. Enfin, justice. Mais la vraie victoire, Clara, ce n'est pas d'avoir détruit Marcus ou Davison. C'est de t'avoir vu te relever. C'est d'avoir été témoin d'une jeune femme courageuse qui a refusé de se laisser briser. Il se leva et me tendit la main. Sarah aurait été fière. Je serrai sa main, sentant le poids de générations de femmes fortes circuler entre nous. Et maintenant, demandai-je. Maintenant, tu diriges ce restaurant comme Sarah l'aurait fait. Avec justice, protection pour les plus vulnérables et tolérance zéro pour les prédateurs. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Et Clara, si tu croises d'autres personnes comme Marcus, eh bien, tu as mon numéro. Au cours des mois qui suivirent, je transformai non seulement le restaurant, mais je créai également un réseau. Jennifer Walsh reprit le travail, plus forte que jamais. Sarah Chen a ouvert son propre café. Michelle Torres est devenue avocate spécialisée dans le droit du travail. Toutes les victimes de Marcus ont trouvé non seulement justice, mais aussi un but dans la vie. Nous avons découvert que lorsque les survivants s'unissent, ils deviennent imparables. Ma main a complètement guéri, mais j'ai gardé les cicatrices comme souvenir.
Non pas de faiblesse, mais de force. Non pas de victimisation, mais de résistance. Aujourd'hui, quand je vois des employés maltraités, des jeunes réduits au silence ou des personnes puissantes abusant de leur position, je n'hésite pas. Je prends mon téléphone, j'appelle Reynolds, et nous déplaçons des montagnes. Car j'ai appris que la justice n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat des actions de personnes courageuses. Marcus Sullivan a été condamné à 8 ans de prison. Le procès a révélé l'existence de 17 victimes dans 5 États. Toutes ont reçu une indemnisation et une thérapie financée par les fonds créés par Reynolds. Mais la véritable victoire n'a pas été l'emprisonnement de Marcus. Elle a été de découvrir que lorsque les personnes au pouvoir choisissent de protéger plutôt que d'exploiter, lorsque les victimes choisissent de se battre plutôt que de se taire, lorsque la justice devient plus importante que le profit, le monde change. Une serveuse blessée, un général à la retraite et la mémoire d'une fille disparue ont prouvé que parfois, les batailles les plus importantes se livrent dans des endroits inattendus, par des personnes que d'autres ont sous-estimées. L'histoire de Sarah Reynolds vit à travers chaque vie que nous protégeons, chaque prédateur que nous neutralisons, chaque voix qui refuse d'être réduite au silence. Et si vous regardez cette vidéo et portez vos propres cicatrices, souvenez-vous, votre douleur ne vous définit pas. C'est votre courage qui vous définit. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la justice est encore possible, et laissez-nous votre propre histoire de résistance dans les commentaires. Car lorsque les victimes deviennent des guerriers, lorsque les observateurs deviennent des protecteurs, lorsque les souvenirs douloureux se transforment en mission de vie, c'est là que les véritables révolutions commencent.